Votre Éminence, Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, soyez les très bienvenus pour cette première conférence à la Luxembourg School of Religion and Society ce soir. Mon nom est Jean Herrette, je suis le directeur de la LSRS et c'est mon plaisir de vous accueillir, de vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de féliciter aussi ceux qui l'ont organisé, notamment mon collègue et ami, le professeur Georges Schellinghausen. Taillé dans la pierre, patrimoine religieux et espace public, c'est le titre que vous avez choisi, Dr Philippard, pour votre conférence. Merci de votre disponibilité et de votre engagement dans tous ces secteurs depuis de très nombreuses années. Nous avons en votre présence quelqu'un qui connaît, je dirais, plus que les derniers recoins de la ville et qui essaye dénicher des messages que nous pourrions sinon négliger. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un honneur pour nous. C'est la première conférence de cette année, elle a dû être reportée et vous serez privés en fin de soirée du verre de l'amitié. Je ne peux que vous inviter à revenir. Dès que possible, nous sortirons de nouveau les bouteilles de crément et aussi les petites amuse-bouches qui accompagnent cette bonne boisson. Was lange währt, wird endlich gut, dit-on en allemand. Tout vient à point, à qui sait attendre. Qui saurait mieux dire qu'un professeur d'histoire ecclésiastique alors? C'est celui qui regarde le temps qui passe et qui cherche à y trouver aussi les traces de Dieu. Et si nous regardons ce soir ces témoignages du patrimoine religieux, ils sont les témoignages, l'expression aussi de la foi de l'ancienne génération qui en ont laissé les traces dans notre ville. C'est partir à la découverte non seulement d'architecture, de beauté, d'art, c'est partir aussi à la découverte de l'histoire d'hommes et de femmes d'autres générations avec leur religion, leur foi, la culture qu'elle leur a inspirée, avec ce Dieu qui les a habités, travaillés, etc. Taillé dans la pierre, on a l'habitude de dire que quelque chose n'est pas taillé dans la pierre et qu'on peut donc le changer. On a vu, depuis 10 ans, que nos attitudes par rapport à la religion, par rapport au culte, par rapport à Dieu, et puis les lois qui les expriment et règles ne sont pas taillées dans la pierre. Le Luxembourg a connu une évolution dans ce contexte. L'architecture garde les traces. Mais je dois dire qu'elle ne résiste pas nécessairement au marteau-piqueur et qu'elle est aussi sujette à la menace et à la menace du patrimoine historique. Or, il est très difficile de concevoir une culture, de concevoir un vivre ensemble sans histoire. Cela n'est guère possible. Nous nous référons à un chemin qu'on a parcouru ensemble. On peut le regarder à travers différentes perspectives. Et on peut inviter aussi ceux qui rejoignent le Luxembourg pour le découvrir, pour se référer à ce qu'il y a. Monsieur l'ambassadeur de Grèce est parmi nous ce soir et monsieur l'ambassadeur, j'aime beaucoup visiter Athènes et monter à l'Acropole. Et on y va pas
nécessairement pas parce qu'on croirait encore au dieu grec, on y va quand même d'une certaine façon en pèlerinage pour se situer par rapport à cet héritage de la Grèce antique. Et si nous faisons ce soir, sous l'égide du docteur Philippard, un périple à travers notre patrimoine religieux dans l'espace public, je pense que nous pourrons l'aborder de la même façon, avec nos attitudes différentes, mais à la découverte d'une histoire qui a forgé aussi l'identité de notre pays. Il me revient maintenant de remercier encore notre conférencier de sa disponibilité et d'inviter Monseigneur Ellinghausen à le présenter. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers hôtes et invités, à mon tour de vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom du co-organisateur de la soirée, c'est-à-dire le groupe de travail 150 ans diocèse de Luxembourg, pour cette conférence qui devait avoir lieu il y a 2 ans déjà, mais qui, Covid oblige, a dû être reportée plusieurs fois. Aujourd'hui, enfin, après beaucoup d'attentes et de tentatives, nous assistons à sa réalisation avec beaucoup de joie. Et je remercie bien chaleureusement le docteur Robert Philippard, notre conférencier, de ne pas s'être laissé décourager et de nous donner l'honneur de partager son immense savoir avec nous ce soir. Le docteur Robert Philippard, nous le connaissons tous. Il est historien, ancien collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain. Il était directeur de l'Office national du tourisme de 1993 à 2015. Ensuite, directeur ambassadeur touristique à Luxembourg for Tourism 2016 à 2017. Et depuis quelques années, UNESCO Site Manager au ministère de la Culture. Robert Philippard est archi connu au public luxembourgeois pour ses publications et ses nombreuses et très fréquentées visites-conférences à travers la ville de Luxembourg. Et pour cette même année, en cours 2022, une bonne dizaine de nouvelles visites-conférences sont planifiées, une par mois, et qui vont nous faire connaître l'ancien hôtel de la Poste, la controverse des monuments, les villas du boulevard Emmanuel Servet, la place de Paris, jusqu'au cimetière Notre-Dame ou encore l'ancien casino bourgeois. D'ailleurs, vous avez trouvé le programme sur votre place, n'est-ce pas? Cordiale invitation au nom de M. Philippard déjà maintenant, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, dans le cadre du jubilé diocésain, 150 ans diocèse de Luxembourg, M. Philippard va nous présenter l'architecture religieuse de la ville de Luxembourg dans son contexte social, sociétal et historique, avec une conférence qui porte le très beau titre « Taillé dans la pierre, patrimoine religieux et espace public ». Cher Monsieur Philippard, merci et bien volontiers je vous cède la parole. Éminence, Excellence, mes seigneurs, chers tous, chères toutes, merci d'être au rendez-vous parmi ces temps. Ce n'est pas évident de se rencontrer physiquement. Merci d'être là. Un très très grand merci pour cette invitation, pour cette conférence reportée autant de fois et qui va finalement avoir lieu. Avec un titre assez compliqué, je dirais déjà, parce qu'il comporte un certain nombre d'éléments taillés dans la pierre, patrimoine religieux et espace public. Taillé dans la pierre, c'est en fait une expression, une locution pour quelque chose qui ne bouge pas, qui est rigide, qui est durable. Donc, ce qui se trouve représenté dans l'architecture est quelque chose qui ne se retire pas au regard, qui est public, qui ne change pas. Patrimoine religieux, c'est vaste. Il y a plusieurs communautés religieuses, même au XIXe siècle, au XXe siècle.
dont je vais parler. Et espace public, c'est un terme très compliqué et j'en sais parler en tant qu'UNESCO Site Manager responsable pour le site UNESCO de la ville de Luxembourg. Espace public, c'est quoi? Il appartient à qui? Comment nous l'utilisons avant Covid, après Covid, en raison du Covid? Mais autrement, comment nous le vivons? Qui fait partie de cet entourage qui constitue cet espace public? Et cet espace public, s'il est public, qu'est-ce qui est public? Le public qui le fréquente ou le public en tant qu'exercice du pouvoir souverain d'un peuple qui est gouverné, qui suppose une gouvernance d'un lieu? Eh bien, ce sont ça les sujets que je vais traiter dans ce sujet, qui ne se contente pas de présenter un par un tel édifice, mais de chercher à comprendre et à distinguer le fil rouge qui nous conduit dans cette structure que représente la ville de Luxembourg. Si je parle donc de patrimoine religieux, je parlerai aussi bien de la communauté catholique que de la communauté protestante, que de la communauté israélite, qui constitue donc l'ensemble de la population, également un certain nombre d'athées. La conférence sera évidemment structurée dans son poids en fonction de la représentativité, dans le contexte historique, de ces communautés. Et pour partir en la matière, je vais vous citer quelques chiffres. Nous sommes en 1880, 209 000 habitants au Grand-Duché, dont 207 000 sont baptisés, 683 sont protestants, 800 sont juifs et 47 se déclarent être sans religion. Donc vous comprenez pourquoi j'insisterai plus sur une communauté qu'une autre, parce que tout simplement la matière est différente. Un plan de route pour une matière aussi importante, donc l'objet et ses limites, c'est donc le patrimoine religieux dans l'espace de la ville de Luxembourg pour la période de 10 ans, de 1870 à 1980. La date de 1980 est choisie pour être celle de la dernière construction d'une église sur le territoire de la ville de Luxembourg. Le projet se divise en deux parties, donc la première partie étant réservée aux monuments et aux acteurs du culte catholique. Et les autres, la deuxième partie, bien plus brève, sera donc réservée aux autres deux communautés protestantes et juives que je viens de citer. À la base de cela se trouve la grande question de la liberté religieuse, de la liberté du culte, de la liberté d'expression dans l'espace public. Et pour savoir de quoi on parle, il faut identifier les maîtres d'ouvrage. Qui construit quoi? Une école, un hôpital, un internat, un pensionnat, un scolastique et un couvent, des églises. De quoi parle-t-on? Ce sont des monuments, donc du bâti, mais aussi des statuaires. Et le statuaire est quelque chose d'important, parce que le statuaire, qui est représenté? Depuis quand ces saints ou protecteurs sont-ils représentés? Pourquoi certains ont été enlevés et d'autres restaurés? Quel est leur statut juridique aujourd'hui sur une propriété vendue, dont le propriétaire n'est plus le propriétaire initial qui avait placé la statue? La clé pour beaucoup de choses se trouve toujours, pratiquement toujours, dans la nécropole, qui est le reflet très dense de ce que nous sommes en tant que société, comment nous fonctionnons, parce qu'aucun lieu ne comporte autant de signal qu'on ne donne pas directement dans sa vie, mais indirectement dans la façon comment est aménagée une temple, le choix d'une temple, son emplacement, son caractère, son entretien, qui l'a financé, qui l'a placé. Toutes ces choses sont extrêmement importantes pour comprendre l'ensemble du fonctionnement de notre société. La liberté religieuse,
donc c'est une chose assez importante de laquelle on parle toujours, et je pense que si on parle de l'expression religieuse, de la liberté religieuse dans l'espace public, ici on parle d'autre chose qu'un événement éphémère, que je dirais serait un pèlerinage ou une procession qui a lieu pendant un moment, une journée, une après-midi. Ici, quand il s'agit d'un couvent, d'une cathédrale, d'une statue dans l'espace public, elle est permanente. C'est une façon d'exprimer la religion aussi. Et vous avez peut-être en tête les discussions en France sur la crèche de Noël ou sur l'enlèvement d'une croix au-dessus d'une statue de Jean-Paul II. Ce sont des choses qui montrent donc l'actualité, le côté et le contenu politique de cette thématique. À la base, nous avons nos constitutions historiques qui, depuis la première en 1841, garantissent en fait la liberté religieuse en disant à l'article 41 en 1841 l'égalité des luxembourgeois devant la loi et sans distinction de croyances religieuses, de rang ni de naissance. La liberté des opinions religieuses et de l'exercice des cultes est garantie également. Et puis dans les différentes versions suivantes, cet article est repris, et puis dans la dernière version de la Constitution de 1868, la liberté de manifester ses opinions par la parole en toute matière et la liberté de presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. C'est donc la libre adhésion, la libre expression qui est garantie, un sujet de très haute actualité également, mais si on parle toujours de ces éléments, on ne pense pas directement à l'expression des monuments. On pense à la presse, à des articles, à des conférences, à des manifestations dans la rue, toutes sortes, les médias digitaux évidemment. On pense à cela beaucoup plus qu'à l'architecture, surtout que l'architecture du modernisme est une architecture, permettez-moi le terme un peu aseptique, sans vouloir juger cette expression, parce que j'y reviendrai par la suite, ou placé, disons, le plus neutre et plus correctement placé au-dessus de toute mêlée. C'est une chose importante. Donc, cette taillée dans la pierre, cette expression dans l'espace public relève de cette liberté. Voilà, pour entrant dans la matière, l'Église catholique romaine. Et nous voilà une carte tirée de ma thèse de doctorat, et dans laquelle on distingue avec ces pastilles rouges l'emplacement de différents types de construits religieux. Le construit religieux constant est bien sûr celui, et j'y reviendrai par la suite, celui des églises paroissiales ou des chapelles. Mais il y a également des concentrations qu'on observe, une concentration pour le quartier de la Gare, une concentration pour la ville haute et un certain éparpillement au quartier de Limpotsberg. Eh bien, cette répartition n'est pas innocente ou due au hasard. Cette répartition, et alors en la comparant également avec d'autres villes, elle est cohérente, en ce sens que la zone centrale, donc la ville haute, regroupe tout ce qui constitue une capitale. Et la question de ce qui est une capitale fut primordiale en 1867, au moment où la forteresse a été démantelée et que Luxembourg devait s'inventer un nouvel avenir. Et à ce moment-là, la solution la meilleure était de devenir une capitale. Or, comment est-ce qu'on définit une capitale ? À cette époque, on ne la définit pas uniquement avec le lieu de résidence du souverain, comme au Moyen-Âge ou repris dans la Constitution, mais c'est la concentration de toutes sortes de pouvoirs, à commencer par la couronne, par le gouvernement, le Conseil d'État, la fonction publique, le salariat, le système économique, bancaire, et évidemment aussi les pouvoirs religieux qui élisent tous, que ce soit les milieux catholiques ou la communauté protestante ou israélite, qui élisent au centre-ville
leur lieu à proximité de tous les autres. Mais c'est aussi un lieu qui rassemble des hommes et des femmes et qui servira à accueillir également des hôpitaux, des cliniques. On reviendra par la suite. Si on regarde le quartier de la gare, on voit aussi une concentration. Et ceux qui s'y connaissent un peu au quartier de la gare voient qu'il y a plus de points rouges que peut-être on croit connaître. Eh bien, il y a un couvent des Dominicains qui, pendant une très courte période, était installé au quartier de la gare, que j'ai repris dans mon recensement, mais qui n'est plus dans les esprits présents de nos jours. Mais qui donc choisit la gare? Et pourquoi est-ce qu'on choisit la gare? Eh bien, ce sont des décisions qui ne sont pas prises tout seulement au Luxembourg, mais qui sont prises au niveau de ces congrégations ou de ces couvents qui s'installent au niveau de leur province. Quel est leur type de service qu'ils rendent à la société, et en fonction de cela, ils choisissent leur lieu d'emplacement. C'est ainsi que les carmélites vont s'installer à la rue Sainte-Zite pour s'occuper dans un premier temps des servantes, des domestiques. Ce sont des jeunes filles, et on verra que c'est une constante d'œuvrer pour la femme dans toute cette période qu'on va découvrir ensemble. Donc, on va s'adresser à une population féminine de la campagne qui va arriver en chemin de fer à la ville. Ses sœurs vont leur offrir un logement, leur donner une formation et leur rechercher un métier, un travail dans la ville très, très proche. Respectivement pour les sœurs de la doctrine chrétienne qui élisent également domicile dans ce quartier. Pour donner ces exemples. Alors qu'au Limpotsberg, nous avons 7 communautés différentes et qui sont de très courte durée ou relativement courte durée, mais qui représentent un élément essentiel. Ce sont des scolastiqués, ce sont des noviciats, ce sont des maisons de retraite qui n'ont pas besoin directement de la ville, mais de la proximité de la ville, qui profitent de la ville, mais qui ont besoin d'une campagne vide, non occupée, pour accomplir leurs travaux. Ils ne sont pas missionnaires sur le terrain, et ce sont d'ailleurs aussi des personnes qui ne sont pas des autochtones, mais qui viennent s'installer dans le cadre du Kulturkampf, respectivement du combat laïciste, à Luxembourg, et qui vont repartir, Luxembourg étant une sorte de terre d'asile, pas seulement pour les catholiques, mais aussi pour la communauté juive, on le verra par la suite, ou sur un autre plan encore, quelqu'un comme Victor Hugo. Donc cette terre d'asile qui est une caractéristique du Luxembourg, permettant donc d'installer ces différents couvents et congrégations, tels que les pères jésuites au Schriftstellerheim, les pères de miséricorde de Dieu, les pères de l'Assomption, de Dominicaine, les sœurs de Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, les prêtres du Sacré-Cœur, pour en donner un exemple. Et ce qui frappe aussi, et ce qui est quelquefois représenté comme un élément de calcul, c'est qu'au Limpotsberg, ces couvents ont représenté à peu près 30 hectares de terrain. Ce n'était pas dans l'optique de spéculation ou de profit immobilier comme certains veulent le prétendre, c'est tout simplement pour la simple raison d'être. La même chose se retrouvait pour la Fondation Pescator qui avait un aréal qui occupait l'emplacement de l'actuel théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en regroupant autant de personnes, on a besoin de bois pour le chauffage, on a besoin pour une petite écurie, une basse-cour, des lieux de promenade, des lieux d'extension. Donc cela fait partie et cela explique cette origine de ces propriétés. Je pense que pour entrer dans la matière également, c'est important de parler de maître d'ouvrage et de partir pratiquement de la cathédrale. Or, pour la cathédrale, les choses n'étaient pas aussi simples. Vous connaissez l'histoire de l'évêché dans le cadre aussi de cet anniversaire et grâce aux travaux de M. Hellinghausen et à son livre remarquable sur le sujet.
Donc la création de l'évêché de Luxembourg a connu un certain nombre de tergiversations et de complications au départ. Et cela concernait aussi la cathédrale. La cathédrale était reconnue comme église paroissiale et non pas comme cathédrale au départ, ce qui a eu certains avantages pour l'État, parce qu'en tant que cathédrale, l'État devait participer à certains frais. Mais ça posait un problème pratique. Les évêques, devant le droit canon étant inhumés dans une crypte, n'avaient pas le droit d'être inhumés dans une église paroissiale. On devait trouver un autre lieu. Ce sera la chapelle du Glacis. C'est aussi une question du lieu. La cathédrale, c'est le lieu de pèlerinage de l'octave qui attire et qui fait rencontrer entre elles toutes les paroisses qui ont été créées. Un lieu d'échange et qui demande donc une extension. Et cette extension sera reprise sur l'emplacement que vous connaissez. Vous voyez sur l'image de gauche, la cathédrale avec seulement une tour, et puis l'aile Niederkorn qui a hébergé le séminaire, sur lequel je reviendrai, et qui finalement a été agrandi sur ce site après avoir élucidé 7 sites différents pour la construction d'une cathédrale. Pourquoi agrandir la cathédrale et ne pas construire une nouvelle cathédrale? Je reviendrai sur les complications du point de vue juridique par la suite, mais l'arrangement qui finalement a été trouvé est émané des idées des frères et chanoines Mühlendorf à l'époque. C'était de répondre à un besoin économique. Parce que le pèlerinage constitué vers Notre-Dame, notamment, constituait une belle recette pour le commerce de la ville. Et pour la ville, il y avait plusieurs projets en discussion qui ont toujours mené à la même réaction. Construire un musée à l'emplacement du Palais de l'Arbette à l'avenue de la Liberté avait entraîné comme réaction: comment est-ce possible, vous allez créer une attraction touristique où tout le monde va se rendre dans la commune de Hollerich et pas dans la ville haute pour faire le commerce. Impensable de réaliser cela. Deuxième projet, construire un palais de justice. Je parle de 1911, pas de celui de la cité judiciaire, inauguré en 2006. Également au quartier de la gare. Mais la réaction était un peu seule dans le genre: êtes-vous devenu complètement fou de déloger la magistrature avec son pouvoir d'achat vers un quartier périphérique dans une autre commune? La même chose aussi pour la cathédrale. Si vous allez la construire ailleurs, notamment en Glacis, tout le monde passera par le nouveau pont Adolphe, qui déjà met en péril la partie est ancienne de la ville. Tout le monde va traverser les parcs et se rendre immédiatement au Glacis, et personne ne vient acheter quelque chose à la ville. Donc l'idée est en fait génial de pouvoir l'agrandir, mais pour l'agrandir, ce n'était pas évident aussi. Il fallait déloger l'ancien séminaire. Il y avait d'autres intérêts aussi. Parce que dans cette fameuse aile Niederkorn était logée à côté du séminaire la nouvelle école d'industrie et de commerce. Et cela a été très intéressant pour l'État, parce qu'on préparait la société d'avenir vers l'industrie, vers le commerce. Et on n'était pas encore prêt, ce sera 1908, qu'on sera prêt pour la construction de l'école d'industrie et de commerce au Limpotsberg. Mais pendant ce temps-là, c'était une section de l'Athénée, il fallait les loger à part. Mais ce n'était pas évident non plus avec un séminaire drainant chaque année entre 1880 à 1914, entre 40 et 70 séminaristes par an. Donc, les loger aussi, les instruire sur place, tout cela a consommé de l'espace et rendu la chose difficile, que finalement la ville a cédé le terrain et que la cathédrale ait pu être agrandie et accueillir donc également une crypte pour la famille grand-ducale et évidemment aussi pour nos évêques. Et voilà
les questions qui touchaient la construction d'une cathédrale ou, plus sereinement exprimé et judicieusement exprimé, Neue Wallfahrtskirche. Parce que la cathédrale évoque cette problématique avec un évêque qui représente l'interlocuteur unique face à un gouvernement. L'évêché est une structuration de l'espace face à un gouvernement qui, au plus, se partage exactement les mêmes frontières, se partage exactement le même peuple. Et on verra que c'est une chose importante dans la représentation également, et qui ne sera pas innocente du tout. J'y reviendrai. Donc il y a des emplacements qui sont proposés de construire une église de pèlerinage pour l'octave au Glacis. Au Glacis, au Pertsmarkt plus précisément, mais aussi au plateau Bourbon, au parc, la Villa Louvigny, à la place Guillaume, ce cher Thorsten Weiss, dont nous admirons tous ses aquarelles, avait projeté de raser la cathédrale actuelle et de construire une nouvelle cathédrale néogothique à la place Guillaume II. On n'aurait jamais soupçonné avoir ces aquarelles, mais ce fut ainsi, et ça c'est typique pour la pensée historiciste de l'époque. Construire une cathédrale également sur la propriété du convict épiscopal, jusqu'à venir finalement à cette idée d'extension. Et l'idée d'une église de pèlerinage nationale aurait comme vocation nationale également impliqué l'État. Et voilà que l'État est sollicité pour mettre à disposition son terrain anciennement domanial de la forteresse au Glacis. La ville de Luxembourg dit « Oh, c'est une bonne affaire, ça, je n'aurai pas besoin de construire une église au Limpotsberg. Cette église va arranger cette situation aussi. » Mais l'État va dire non, de crainte que la propriété soit finalement cédée à une congrégation de droit privé. Et donc le projet ne va pas aboutir. Et ce qui est intéressant dans ces différents projets, c'est aussi la représentation qui est proposée et qui montre une chose qu'on va retrouver par la suite comme un fil rouge, c'est-à-dire le terroir et cette idée luxembourgeois. Tu es un chrétien depuis tes origines, avec autant de saints dans l'ancien duché de Luxembourg qu'on va représenter par des statues, un statuaire, par le blason luxembourgeois, et qui faisait en fait opposition à une autre conception contemporaine de l'époque qui disait Luxembourg, c'est la première génération du Luxembourg indépendant qui commence à s'éteindre. Nous érigeons un monument en honneur de la princesse Henri-Amélie, en honneur de Guillaume II, ou en honneur aussi de nos premiers poètes, Dix Helens, Zinnen, Pierret, donc cette première génération qui disparaît. Donc ce sont qui disent, voilà, Luxembourg n'a rien à foutre avec tout ce passé et ces dominations étrangères, mais est un grand-duché indépendant dont le grand-duc assure la souveraineté et l'indivisibilité territoriale. Voilà, c'est notre conception du Luxembourg. Alors que le même peuple, donc je parlais de ces mêmes frontières entre évêché et État, se dit, nous sommes depuis des générations évangélisés et des chrétiens de source, je dirais. Ce fut ça, en fait, l'idée de ce qui devait être représenté. Cette cathédrale aurait pu accueillir 2500 à 3000 pèlerins. Dans la presse, et Antoine Hirsch, qui fut un des architectes qui a dessiné le projet à gauche, disait à propos de l'octave, et ne fut pas le seul, das eigentliche Luxemburger Nationalfest. Quand on regarde alors les chiffres de fréquentation, on se rend compte que cet Eigentliches Nationalfest attire 28% de la population et 31% des baptisés. Et ceux qui étaient opposés au projet, on pourrait lire ça de nos jours aussi, parce que d'ailleurs dans le temps, rien n'a changé de génération en génération,
Die Ausführung eines pompösen Projektes, das der Eigenliebe gewissener hochgestalter Kleriker schmeichelt, aber in keinem Verhältnis zu den Bedürfnissen der Bevölkerung steht. Donc le terrain n'était pas très propice à tous les niveaux. Situation que connaît très bien le vicaire général. Pour la chapelle du Glacis, pas besoin de vous retracer cette histoire de cette chapelle du Glacis, l'ancienne chapelle représentée dans la partie gauche de la gravure est celle construite en 1728, alors que celle à droite est celle que nous connaissons actuellement de 1885. Cette chapelle, qui est le lieu de départ de la vénération de Notre-Dame de Luxembourg, avait été démolie sous la Révolution française en 1796 et, je le répète, son emplacement était connu en 1913. Le site avait été mesuré, il y avait des articles qui ont été publiés et le Centre national de recherche archéologique était bien au courant de ce qu'on allait trouver sur ce site et a commencé à faire des fouilles et dans le cadre de l'installation du tram. Ce ne fut donc pas une découverte fortuite, comme mal renseigné dans la presse, mais ce fut un geste planifié du Centre national de recherche archéologique dans le cadre de l'archéologie préventive. Permettez-moi de le préciser. Ça m'avait un peu agacé. Cette chapelle, donc, Notre-Dame, était construite pour remercier la Vierge de nous avoir épargné la guerre de 1870, mais en pratique, c'était la solution pour trouver une réponse à la question délicate de l'inhumation des premiers évêques, donc Monseigneur Adams et Monseigneur Coppes. Et là aussi, c'est l'unique cas au niveau, suite à la récente ouverture de la ville, que l'État a cédé le terrain gratuitement pour répondre à ce besoin, mais il avait d'autres choses en tête. Le plan d'agrandissement de la ville prévoyait bien un boulevard Joseph II, mais le boulevard Joseph II s'arrêtait à son carrefour formé avec l'actuelle avenue Émile Reuter. C'était déjà la partie du côté nord, donc en direction de la chapelle, qui était construite. Donc expropriation, parce qu'on pouvait, avec cette chapelle, rallonger le boulevard Joseph II et lotir des deux côtés les terrains pour les villas face à une demande accrue pour vivre à côté du parc, pour se rendre à pied en ville, on dirait ce qu'on serait aujourd'hui. Donc cette mobilité piétonne fut propagée déjà à cette époque. Autre cas, c'est l'hôtel de l'évêché, qui en fait n'est pas un palais épiscopal comme nous le connaissons pour la principauté épiscopale de Trèves, ou que nous connaissons de Liège ou pour Trèves. Ici, il s'agit d'une ancienne maison du baron de Zivel qui remonte à 1692 et dont une étude approfondie sur le bâti a été réalisée et qui, par voie de succession, passe à la famille de Geisen et dont la veuve Geisen va céder la propriété à la ville de Luxembourg avec l'obligation d'y loger le chef de l'église luxembourgeois. En 1897, la propriété passe de la ville à l'État. Mais pour vous dire, les discussions sur les réparations, l'entretien n'étaient pas évidentes, de façon qu'en 1894, il n'y avait toujours pas de fosse d'aisance et que le bâtiment fut seulement raccordé au gaz en 1905, alors que tous les autres, depuis une dizaine d'années, profitaient de ces services. Alors on peut se dire, oui, ben voilà, nous avons hérité cette propriété pour que les premiers évêques de Luxembourg puissent y résider. Donc, Monseigneur Coppes, Monseigneur Adams, je citais un peu à l'envers, mais bref, les premiers évêques de Luxembourg ont vécu dans cet immeuble jusqu'en 1935, où
l'administration de l'évêché s'était développée et que l'idée était née de construire en face de l'actuelle résidence épiscopale une cathédrale. C'était donc un de ces projets. Et cela n'est pas typique, et on ne peut pas dire, oui, l'Église avait besoin d'une veuve qui a cédé sa propriété. Non. J'ai étudié la question sur pourquoi la ville de Luxembourg ne possède-t-elle pas autant d'édifices représentatifs du pouvoir que dans d'autres villes. Nous sommes pauvres, nous sommes petits, ça c'est la réponse générale qu'on donne. Mais la réalité est autre chose. La réalité fut celle-ci. D'abord, on a hérité un ensemble immense de refuges du clergé et de l'aristocratie au lendemain de la Révolution française, et que tout ce parc immobilier devait être au fur et à mesure occupé. Et puis, au Mamlikan, en 1867, toutes les casernes qui se vident, ces ouvrages militaires, ces 4000 soldats qui partent et qui laissent des immeubles, un parc immense d'immeubles où on est content de trouver, où les fonctionnaires luxembourgeois avaient comme mission de lire les journaux internationaux pour dénicher ce qu'on dirait de nos jours des pop-up étrangers pour les faire venir à Luxembourg et le donner à Villepied en location, une ancienne caserne, un fossé d'ouvrages militaires pour les attirer à Luxembourg parce que le parc immobilier était trop. Pas besoin de construire de grands immeubles face à cette situation. Ce qui n'empêche que l'évêque de Luxembourg, en 1935, Monseigneur Joseph Philippe, va s'établir dans l'ancienne villa de Schäfer. Parce que je disais que l'évêché, son administration grandissait et que cette villa devenait disponible. Qui fut ce monsieur de Schäfer, Ferdinand de Schäfer? C'est déjà intéressant de noter que toute cette bande de propriétés qui va de la Villa Baldauf, c'est-à-dire du boulevard de la place de Bruxelles jusqu'au boulevard Grande-Duchesse Charlotte, était urbanisée par un même architecte, Jean-François Haidt. Jean-François Haidt avait été l'architecte de la ville de Luxembourg jusqu'en 1869. Il est réputé dans l'histoire pour avoir construit la première conduite d'eau dans la ville forteresse. Mais il a pris ce qu'on dirait de nos jours sa pré-retraite pour faire du business par après. Et comme il était proche du pouvoir et qu'il avait collaboré à la création du premier plan d'agrandissement de la ville, il savait comment la ville allait se développer. Il a acheté un certain nombre de terrains, et d'autres architectes l'ont d'ailleurs aussi fait, et il n'y a rien de mal à cela. Et il a tout doucement, pas vendu clé en main, mais a vendu les terrains en disant « moi je me propose également à dessiner les plans ». Et cela explique ainsi toute cette série de villas construites par le même architecte. Et ça se lit tout simplement par les actes de propriété, les actes notariés, etc. Et ce Ferdinand de Schäfer fut donc un luxembourgeois, plutôt né à Trèves, avait fait les beaux-arts à Anvers. Il était un des directeurs de la Banque internationale de Luxembourg. Il est parti pour le crédit foncier industriel à Vienne. Il est devenu consul honoraire du Luxembourg à Vienne. Puis il est venu à Luxembourg pour passer sa retraite dans cette magnifique villa. Il est décédé en 1993, son épouse en 1905, et puis son fils Ferdinand aussi l'avait loué à la légation de Belgique. Et après, la propriété passe à la Sogeco, donc la Société Générale de Commerce, qui va la vendre donc, de façon que le bâtiment puisse servir donc, de résidence épiscopale. Et c'est sous Monseigneur Léon Lommel que la résidence actuelle avait été construite. Et cette résidence épiscopale est pour les luxembourgeois, en fait, l'équivalent du palais grand-ducal. Parce que ces luxembourgeois à qui on a dit « tu es luxembourgeois et chrétien de source », voilà comme le palais grand-ducal représente ton État, le palais épiscopal représente ton évêque. Et cela explique à mon égard cette unanimité, au-delà de toutes les divergences de partis, pour la classification comme monument national.
cette importance symbolique de ce bâtiment, à quoi qu'il puisse servir. Ça, c'est une chose, je pense, qui est essentielle, ce symbole. Parce qu'avec le palais, l'hôtel de l'évêché, on assimile plutôt l'idée d'une administration et non pas avec la tête précise d'un responsable. Pour qu'un évêché ou vicariat apostolique puisse fonctionner, il faut un séminaire. Et ce séminaire a commencé en 1845 et M. Hellinghausen a travaillé sur ce sujet également à maintes reprises. Elle était logée donc dans cette fameuse El Niederkorn, comme on l'appelait ici, avec une chapelle. Et comme le nombre donc était entre, j'ai même mis ici 46 et 72 par an entre 1884 et 1914 de séminaristes, on avait besoin de place. On avait besoin de place aussi pour loger cette fameuse école d'industrie et de commerce. Et c'est donc sur le terrain de la ville que l'État, Charles Arendt, va construire ce bâtiment, cette chapelle à coupole, qui pour certains est confondue avec l'ancienne synagogue, parce qu'elle apportait aussi une coupole, et qui devait être, par son aménagement intérieur, l'église modèle, en fait, pour servir à toutes les paroisses qui venaient d'être constituées. L'exemple à droite, c'est l'église de Saint-Alphonse, qui est un des plus anciens, on parle du 19e siècle, couvent établi au Luxembourg et qui avait été appelé après les suites de 1848 en Europe pour prendre en charge, notamment dans cette ville forteresse, l'encadrement moral également des jeunes garçons, ce qui va conduire ultérieurement avec Bernard Hall également au Geselleverein, donc la société des apprentis, et la création de l'association de la Sainte Famille qui, au bout de 5 ans, va réunir 5000 participants, donc membres, et qui vont assurer des missions populaires. C'est donc dans ce encadrement social que cette communauté est active. J'ai parlé déjà de la présence des carmélites au quartier de la Gare, donc ce sont des maîtres d'ouvrage importants, les sœurs de Saint-François qui vont s'établir après avoir été fondées au Grund, au marché aux poissons. Elles vont installer dans cette propriété qu'elles acquéreront en 1902 une clinique ophtalmologique. Et ce qui est intéressant dans tous ces cas, aussi bien pour les rédemptoristes qu'on a déjà vu que pour eux et par la suite, c'est qu'il y a une volonté explicite de racheter des terrains qui, avant la Révolution française, appartenaient à un couvent ou une congrégation. Comme si on voulait vraiment reconstituer l'ancien territoire donc l'ancien couvent des Dominicains est à l'origine donc de ce bâtiment qui sera transformé à plusieurs reprises et dont on connaît la dernière, pas la dernière, mais la grande transformation qui donne l'aspect actuellement suite à Gustave Cerf en 1896. Les Sœurs de Sainte-Élisabeth vont ouvrir également une clinique, les cliniques Sainte-Élisabeth au coin du boulevard Joseph II et de l'avenue Emile Reuter, dans une villa privée. Et ça, c'est une chose également intéressante. Ces couvents, ces congrégations ne vont pas acheter à l'État un domaine particulier, mais acheter à la main privée. Et comme aussi ces couvents avaient besoin d'autant de hectares, entre 2 et 7 hectares, l'État n'était pas prêt à vendre des terrains d'une telle grande importance, sauf pour le convict sur lequel je reviendrai, parce que l'État, le gouvernement, a donc ouvert successivement par lot l'héritage de l'ancienne forteresse et l'avait morcelé en parcelles de 2, 3, 4 arts. Parce qu'au départ, il voulait une société mélangée, quoi on parle de nos jours aussi, une société mélangée et pas des gros pas propriétaires terriens. Donc pour une grande entreprise, disons au niveau de l'industriel,
Champagne-Mercier ou Heinz van Landwijk, ils vont s'établir à la périphérie, ils peuvent acheter des gros terrains. Ces couvents aussi vont aller à la périphérie pour acheter les grands terrains. Voilà comme pour le couvent des School Sisters of San Francisco in Milwaukee, qui vont s'établir de 1903 à 1911 dans ce couvent américain à l'avenue de la faïencerie au Limpotsberg, qui vont créer un noviciat, ou à côté, la photo de droite, avec une magnifique bibliothèque, le couvent des Schriftstellerheim, des révérends pères jésuites, qui vont éditer les Stimmen aus Maria l'art pour donc les diffuser dans les différents pays d'Europe. Donc ce sont eux qui ont besoin de ces terrains qui vont donc s'établir, comme je l'ai signalé, à la périphérie donc, de la ville, et toujours pour une courte durée, comme ils sont ici, exilés de leur patrie. Au niveau de l'instruction, là je vous lis un petit passage pour Saint-Jean à l'avenue Gaston Diederich, donc également initié unter dem Impuls des hochwürdigsten Herrn Bischofs, Platz für nahezu 66 Schüler neben Personal. Nicht nur enthält seinen prächtigen Festsaal, 2 Dormitorien, Studiensaal, Kapelle, Schwesternklausur, eine weite Küche mit Nebenräumen, Sprech- und Musikzimmer, Bibliothek, Badeeinrichtungen und andere Räumlichkeiten, alles in praktisch moderner Ausführung, sondern dazu rund 30 Einzelzimmer, die den angehenden Lehrern die Anstalt zum wahren, warmen Selbstständigkeit gewöhnen sollen. Construit à la périphérie, donc bien calme, au quartier de Bel Air. Alors pour le convict épiscopal, cette idée d'un convict était déjà née en 1858, mais maintenant on passe à l'acte en 1869. Et je vous parlais de François Haidt et de cette propriétaire. La ville était dans connut un défi énorme. D'abord, que pouvons-nous devenir? Nous avons perdu du jour au lendemain ces soldats, cette garnison. Ça avait un impact aussi important que si de nos jours la place financière et les institutions européennes allions-nous quitter du jour au lendemain. Imaginez ce choc et ce courage pour développer un site pareil. Création d'une université, ce projet ne va pas aboutir, cette université prévue pour Luxembourg sera celle de Fribourg en Suisse. Site industriel impensable, son gisement de fer, alors que cela se trouvait à proximité au sud du pays. Donc capital pour faire venir ces personnes, et là établir un plan où le centre sera jalonné de VIP, de décideurs qui vont habiter des villas pour qu'il y ait des finances dans cette ville, qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse se développer. Et là, au bout de cette ville, vraiment au bout de cette ville, le boulevard Joseph II étant prévu comme de nos jours des avenues dans le plan d'aménagement général à réaliser dans 30 ans, là, l'évêque de Luxembourg a acheté de sa propre main ce terrain et pour construire ce convict épiscopal pour 270 élèves et qui devaient suivre des cours à l'Athénée, respectivement se préparer à une vie de novice et devenir séminariste par après. Et ce bâtiment donc était un des plus importants en ville, mais ne logeait pas tout le monde. Et je me suis toujours un peu interrogé, ayant étudié une 60aine d'anciens hôtels luxembourgeois à Luxembourgville, que ces hôtels présentaient des Mittagstisch pour Studenten, Pension pour Studenten. Eh bien, c'est que pas tout le monde ne fréquentait ce convict et son excellente cuisine appelée Boulette, Pasta de Boulette, qui était gérée également à l'époque par les sœurs de Sainte-Élisabeth qui étaient installées pour leur service d'infirmerie malade, etc., dans ce bâtiment annexe.
Et ce projet était donc de créer ein bleibendes Denkmal für unsere Diözese, das noch Jahrhunderten Zeugnis ablegen wird von einem lebendigen Glauben, einer kirchlichen Gesinnung, einer Opferwilligkeit für die Opferwilligkeit seines Volkes. Le bâtiment a été inauguré en 1872. En 1974, il était démoli. Donc, c'est pour Jahrhunderte, on peut toujours rêver. Chose très importante, les maîtres d'ouvrage, l'Église les couvents, disons, vont agir notamment au niveau de la formation féminine. Pourquoi? Parce que celle-là était laissée par les milieux officiels. Pas besoin de construire des écoles privées, comme en Belgique par exemple. Comme notre enseignement jusqu'en 1912 a connu une forte empreinte confessionnelle, avec le choix des instituteurs par le clergé, leur brevet de moralité, etc., l'obligation du cours de religion, et ainsi de suite. Et on va venir sur cette question par après. Mais les filles étaient un peu laissées à l'écart, comme il n'y avait pas encore la mixité dans les écoles. Et ce fut ainsi en 1891 que Paul Eichen, le ministre d'État à l'époque, a demandé aux sœurs de la doctrine chrétienne de s'installer donc, au quartier de la Gare pour ouvrir un internat, une école ménagère et agricole, faisant le pendant à l'école d'agriculture. Il faut savoir qu'après l'obligation scolaire de 1881, la première école spécialisée à être fondée fut celle de l'agriculture, ensuite celle de l'industrie et finalement celle de l'artisanat. Donc ici, en 91, avec un certain retard, pratiquement de 10 ans, sur la première école agricole, il y aura une école agricole, ce qui explique la présence de ce terrain. Ce n'était pas une idée de spéculation, c'était tout simplement parce qu'on avait besoin aussi pour l'exercice de ces terrains de cette pensionnat Sainte-Famille, respectivement pour la congrégation Notre-Dame, les sœurs de Sainte-Sophie à la vieille ville qui, depuis le XVIIe siècle, assure la formation également des filles. Ce qui peut-être est un peu tombé dans l'oubli, c'est le Vereinshaus, en face de la cathédrale. Là où on allait acheter ses chapelets pendant l'octave. Un rendez-vous obligé avant le Bischofszelt dans la cour. Et c'est que la plupart des personnes ne se rendent pas compte que ce fut en fait un centre féminin. Parce que les sœurs de Sainte-Élisabeth qui exploitaient ce lieu, y exploitaient un cercle de littérature, le Katholischer Frauenbund, Geschäftshilferinnenhaus, Association de broderie de Sainte-Marie, Katholischer Mädchenschutzverein. D'ailleurs, la broderie fut importante pour les vêtements liturgiques parce que c'était à l'époque une forme d'associer les femmes plus à la liturgie par la beauté de leur travail qu'elles apportent ainsi à l'autel. C'est aussi un aspect que de nos jours, puisqu'on n'est plus tellement porté sur les broderies, qui était un peu perdu dans les esprits. Sur 24 ordres et congrégations qui se sont installés au XIXe siècle au Luxembourg, sont fondées une quinzaine à Luxembourg-Ville. Parmi ces installations, ces ordres qui s'établissent à Luxembourg, je signale encore le pensionnat Saint-Joseph au Limpotsberg, d'abord acquis par l'évêque pour un internat pendant quelques années, puis pendant 2 années, les frères de la Miséricorde en fuite devant le Kulturkampf s'établissent, puis viennent d'autres qui fuient également la persécution, les sœurs de Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, qui vont s'installer, qui vont rester jusqu'en 1971, avant de vendre l'établissement à l'État qui va installer l'American School. Ou à côté, l'internat Sainte-Marie, et là c'est intéressant aussi que les sœurs de la doctrine chrétienne avaient acquis ce bâtiment aux pères jésuites en 1931
pour établir un internat pour les jeunes filles fréquentant le lycée tout proche de jeunes filles près du rond-point Schumann. Donc, le point où on identifie l'église le plus souvent, c'est la construction d'églises, les églises paroissiales. Et il faut savoir qu'en 1843, il y avait une recomposition administrative du nouveau Luxembourg créé donc en 1839, et que l'Église allait suivre cette réorganisation, donc en commune, canton, etc., par un établissement de 252 paroisses et 93 chapelleries. Et pendant la période de 1814 à 1914, pendant 100 ans, Jean-Pierre Kuhn a établi que 215 églises étaient construites au Luxembourg, dont une quinzaine pour le territoire de la ville de Luxembourg. Ce sont donc des initiatives, c'est donc la multiplication des paroisses, d'une part. C'est aussi l'évolution démographique, également, qui joue un rôle important. L'Église est un lieu de formation spirituelle et morale, c'est aussi un lieu de rencontre, par excellence donc pour la cathédrale, où toutes les paroisses se rencontrent. Et cet énorme programme d'églises, de 215 églises, était partagé entre pratiquement 5 architectes de renom, pas plus, qui ont construit les différentes églises. À l'instar de cela, il y avait les Bauvereins, ensuite la fabrique d'églises, qui ont construit construire ces églises, qui avaient des pétitions, entre 360 à 2500 pétitionnaires qui ont réclamé auprès de l'État ou auprès de la commune la construction d'une église. Une église ne sera construite qu'à partir où on dispose d'une masse critique de 1500 habitants dans les alentours immédiats. Et par mètre carré, il y a un demi-mètre carré qui est calculé par nombre d'habitants pour mesurer la taille d'une église. Par contre, la ville était tenue à construire les presbytères, comme on voit ici le presbytère Saint-Michel par Antoine Louillat, donc l'architecte de la ville de Luxembourg. Ça ne veut pas dire que la ville de Luxembourg n'ait pas participé à la construction d'un certain nombre d'églises. Pour ne citer pour notre photo à gauche, la ville avait contribué à payer la tour et la sacristie, alors que les fidèles ont contribué à la différence, donc aux autres parties du bâtiment. Ce qui est très intéressant, c'est ce binôme qui apparaît. Ce binôme entre église et école. La photo à gauche montre la place Churchill, Winston Churchill, avec un projet à l'allée Marconi d'une chapelle du Glacis, et l'école, donc, non loin, à l'avenue de la Liberté, en projet, l'église, presbytère et l'école. On va trouver ce binôme un peu partout en ville, même là où le terrain était de main privée comme à Gasperich. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette caractère confessionnel de l'instruction publique et cette obligation à l'époque de fréquenter la messe également en semaine pour les élèves. Il fallait sécuriser les chemins, la proximité, et en créant ces binômes, on crée en fait des forums de quartier. De nos jours, on parle de services de proximité. À l'époque, ces genres de services de proximité font donc l'instruction morale et spirituelle et l'instruction